Très bien. Bienvenue à tous partout dans le monde. Nous sommes en direct. Que vous nous rejoigniez depuis la Colombie, le Pérou, le Nigeria, Londres ou n'importe où ailleurs, merci d'être là. Mettez l'emoji de votre drapeau dans le chat pour qu'on voit d'où vous nous regardez. Et écoutez, ce n'est pas juste un autre live stream ni un autre webinaire ou une simple vidéo YouTube. Ceci, c'est The Code Live. C'est ici que se produisent les ruptures et les percées, que l'élan commence, que les leaders se construisent. Alors restez bien attentifs, car cette courte période à venir pourrait littéralement changer la direction de votre parcours. Je m'appelle Michael Turner, PDG de The Code, et notre mission est simple, construire des personnes, des équipes et des organisations à haute performance. Nous sommes un mouvement mondial pour ceux qui veulent faire, être et devenir plus, pour grandir plus intelligemment, plus fort et plus vite, pour multiplier leur influence et leurs résultats. Chez The Code, nous ne faisons pas que transmettre, nous formons. Nous ne faisons pas que motiver, nous donnons les moyens d'agir. Nous associons le développement personnel à un mentorat de haut niveau et nous combinons des stratégies concrètes à des collaborations qui changent la donne. Donc si vous regardez ceci en ce moment, vous n'êtes pas un simple spectateur. Vous faites partie d'une communauté. Des milliers d'entre nous sont vivants, avides et concentrés. Alors, même si votre croissance est votre responsabilité, votre environnement façonne votre développement et ce soir, vous êtes dans le bon environnement. Chaque fois que vous entrez dans cet espace, vous reprogrammez littéralement votre esprit pour réussir. Un de mes mentors disait souvent « Votre niveau de réussite dépassera rarement votre niveau de développement personnel. » Pourquoi? Parce que l'entreprise que vous construisez, la richesse que vous gagnez, l'influence que vous exercez, tout cela reflète la personne que vous êtes devenue. Et c'est pour cela que nous faisons ces lives. Robert Sharma l'a bien dit. Il dit « Le moyen le plus rapide de doubler vos revenus est de tripler votre investissement dans le développement personnel. » C'est exactement cela, un investissement à haut rendement en vous-même. Et la session de ce soir est conçue pour alimenter votre prochaine percée. Alors voici ce que je veux que vous fassiez. Premièrement, éliminez les distractions afin de pouvoir vous concentrer sur ce contenu. Deuxièmement, prenez des notes, au moins 3 idées révolutionnaires qui résonnent en vous. Et troisièmement, et c'est le plus important, notez une action que vous prendrez dans les prochaines 24 heures, car l'information sans action est gâchée. Et chez The Code, nous ne gaspillons rien. Alors parlons de notre invité de ce soir. Nous avons fait revenir quelqu'un qui ne se contente pas de raconter des histoires, il dissèque la grandeur. Ben Wilson est l'animateur de How to Take Over the World, et voici pourquoi c'est important. Il étudie les plus grands bâtisseurs de l'histoire, les Napoléon, les Steve Jobs, les Churchill, et il met en lumière les schémas, les stratégies et les décisions qui les rendent inoubliables. Ce n'est pas du divertissement. Ce sont des plans et des modèles qui mènent au succès. Alors, un grand salut à nos vétérans de The Code, un immense bienvenue à ceux qui reviennent et un énorme accueil à ceux qui nous rejoignent pour la première fois. Vous entrez dans une culture de progrès, d'intégrité et d'exécution. Nous ne tolérons pas la médiocrité ici. Nous construisons la maîtrise. Et rien qu'en étant présent en direct, vous prouvez que c'est la personne que vous êtes en train de devenir. Alors voici la vérité. Des gens paient des milliers pour s'asseoir dans des salles où des leçons comme celle-ci sont partagées, mais ce soir, vous êtes ici en direct dans The Code. Alors penchez-vous en avant, restez concentrés et faisons de ce moment un moment décisif. C'est un immense plaisir pour moi de souhaiter à nouveau la bienvenue à Ben Wilson dans The Code. Ben, à toi la parole. Merci, Michael. C'est vraiment un plaisir d'être avec vous tous ici à Code pour la 2e fois. J'ai également eu l'occasion d'aller récemment à Columbia et de rencontrer certains d'entre vous en personne et c'était un excellent événement. Je n'aurais pas pu être plus impressionné par Michael, Steve, Daniel et toute l'équipe. Vraiment des gars formidables. Ils n'auraient pas pu être plus accueillants, intelligents, brillants et pertinents. Et c'était vraiment super de rencontrer le terrain. C'était formidable de vous rencontrer tous, ceux qui sont avec Code à Columbia également. Vraiment, il y a des personnes formidables dans cette organisation. J'ai été incroyablement impressionné. Je vous ai déjà parlé une fois auparavant, mais je sais qu'il y a probablement de nouveaux membres depuis la dernière fois que nous avons échangé. Je m'appelle Ben Wilson. Je présente l'un des plus grands podcasts d'histoire au monde. Il s'appelle How to Take Over the World et c'est peut-être un peu trompeur de l'appeler un podcast d'histoire.
Ce que je fais, c'est étudier les grands leaders de l'histoire et essayer de faire ressortir les leçons que nous pouvons tirer d'eux. Vous savez, comment pouvons-nous mieux diriger en étudiant la vie de personnes comme Napoléon, César, Walt Disney, Steve Jobs, Gengis Khan, Michael Jordan et bien d'autres? Le podcast a complètement changé ma vie. Il m'a permis de passer d'un travail que je détestais à une liberté financière totale, une liberté de temps et la possibilité de passer toute la journée chaque jour à faire ce que j'aime, c'est-à-dire étudier ces histoires, apprendre à m'améliorer et en parler aux autres. Et cela ne serait jamais arrivé si j'avais écouté tout le monde autour de moi. Alors aujourd'hui, ce dont je veux parler, c'est de la solitude du succès, de la façon d'ignorer les sceptiques et les personnes qui veulent vous décourager, de trouver votre propre chemin dans la vie et de trouver cette voie qui va, vous savez, donner vie à votre vision et vous aider à avoir la vie dont vous avez toujours rêvé. Donc en fait, je voudrais commencer par approfondir un peu mon histoire avant que nous plongions dans certaines de ces histoires des grands leaders de l'histoire, parce que je pense que ma propre histoire illustre un peu le point que je veux aborder. Ce que je veux vraiment souligner aujourd'hui, c'est que pour atteindre vos rêves, pour réaliser la vision que vous avez de vous-même, de votre vie, il arrive un moment où vous devez sortir de votre zone de confort et prendre une décision même lorsque les autres ne croient pas en vous ou en la décision que vous prenez. Vous devez être celui ou celle qui est prêt à ignorer les sceptiques et les détracteurs, à avoir cette confiance en vous et à dire « je le fais quand même », d'accord? Donc pour moi, vous savez, je travaille dans une entreprise. L'entreprise est rachetée et donc je deviens redondant, je me retrouve sans emploi et logiquement, je devrais trouver un nouveau travail, ce que je finis par faire. Mais entre-temps, je veux lancer un podcast. Je veux lancer ce podcast et je veux l'appeler « Comment conquérir le monde ». Et tout le monde dans ma vie m'a dit que c'était une mauvaise idée, d'accord? Ça inclut mes parents, mes frères et sœurs, mes amis, mon chien, et vraiment, tout le monde me disait « Trouve un travail, ne lance pas de podcast, en premier lieu ». Et deuxièmement, ne l'appelle pas « Comment conquérir le monde ». Ça sonne très égocentrique, ça paraît vraiment prétentieux. Qu'est-ce que tu sais sur la conquête du monde? Tu sais, tu n'as même pas 30 ans, tu n'as encore rien accompli de grand. Et j'ai pris tous ces conseils, et j'ai dit « Je m'en fiche ». Je veux vraiment que ce podcast existe et j'adore le nom « Comment conquérir le monde » et je pense que ça décrit ce que j'essaie de transmettre. Alors je l'ai fait quand même. J'ai ignoré les conseils de tout le monde et j'ai écouté ce que je savais au plus profond de moi et au fond de ma tête être la bonne chose à faire. D'accord? Et maintenant, depuis, vous savez, je peux voyager à travers le monde et rencontrer certains des plus grands leaders, dirigeants et entrepreneurs, et j'ai la chance de les coacher, de discuter avec eux, de devenir leur ami, et je peux lire sur les personnes les plus intéressantes de l'histoire et tirer de grandes leçons de leur vie. Je veux dire, je n'arrive même pas à imaginer. C'est ce que je veux faire, d'accord? Je suis ce genre de nerd. Il n'y a rien d'autre au monde que je préférerais faire. C'est une vie extraordinaire, je l'adore et je ne l'aurais jamais eue si j'avais écouté ces personnes. D'ailleurs, ce sont des gens bien intentionnés qui voulaient le meilleur pour moi. Ils n'étaient pas jaloux ou quoi que ce soit de ce genre. Ils ne voyaient tout simplement pas la vision. Et donc, je suis arrivé ici en ignorant ce que disaient ceux qui ne voyaient pas ma vision. Vous savez, on dit « c'est solitaire au sommet », mais ce qu'on ne dit pas souvent, c'est que c'est aussi solitaire sur le chemin vers le sommet. Décider de tracer sa propre voie signifie quitter le sentier battu, et cela veut dire que personne ne peut vous montrer le chemin sur votre propre route. Il y a une excellente citation, c'est en fait ma citation préférée de tous les temps, et elle vient du philosophe Friedrich Nietzsche qui dit « Personne ne peut construire pour toi le pont sur lequel toi et toi seul dois traverser la rivière de la vie. » Il peut y avoir d'innombrables sentiers, des ponts et des demi-dieux qui seraient ravis de t'y porter, mais seulement au prix de t'engager et de t'abandonner toi-même. Il existe un chemin dans le monde que nul ne peut emprunter à ta place. Où mène-t-il? Ne demande pas, marche. Très bien, laissez cela vous imprégner un instant. Personne ne peut construire votre pont. Personne ne peut vous dire exactement comment réaliser votre vision. Il y aura peut-être beaucoup de gens qui pensent savoir ce qui est le mieux pour vous, d'innombrables sentiers et des ponts tout faits que d'autres ont construits pour eux-mêmes, mais votre chemin sera unique. Il n'appartient qu'à vous. Lorsque vous portez une vision entrepreneuriale audacieuse, cela peut ressembler à se tenir au bord d'une rivière sauvage. De l'autre côté se trouve le succès dont vous avez toujours rêvé, mais il n'y a aucun pont en vue, du moins aucun qui mène là où vous voulez aller.
Vous pourriez emprunter l'un des ponts existants qui traversent en aval en suivant la voie sûre que quelqu'un d'autre a déjà tracée. Vous pouvez vous conformer à un chemin qui a déjà fait ses preuves ou qui fonctionne, mais cela ne vous mènera pas à votre destination unique. Votre rêve pourrait être quelque chose de vraiment nouveau, n'est-ce pas? Un marché inexploré, une invention inédite, une nouvelle forme d'art. Vous savez qui peut le dire? Et aucun pont existant ne vous y mènera, ou alors il se peut simplement que ce soit juste un peu unique. C'est quelque chose de particulièrement adapté. Vous savez, c'est un chemin que d'autres ont peut-être déjà emprunté d'une manière similaire, mais vous voulez simplement le faire à votre façon, adapté à votre vie. D'accord? Et donc, vous faites face à un choix. Faire demi-tour ou commencer à construire votre propre pont, étape par étape, même si vous devez le faire seul. Tracer sa propre voie est grisant. C'est aussi, je le reconnais, incroyablement intimidant. J'étais intimidé quand j'ai pris la décision de faire cette chose que tout le monde disait être une mauvaise idée. Cela demande une sorte de foi en soi capable de résister à l'isolement et au doute. Parce que c'est solitaire et il faut le faire seul. Comme le dit Nietzsche, ne demande pas, marche. Il nous dit de ne pas attendre la permission ou l'approbation. Ne restez pas là à demander « Est-ce que mon chemin a du sens? Est-ce que quelqu'un pense que je devrais faire ça ?» Si vous y croyez, alors vous devez le faire, même si vous êtes le seul sur la route. Ayez confiance que cela mène, vous savez, là où vous voulez aller. Cette volonté de marcher seul est le premier ingrédient du succès dont personne ne parle. Il s'agit d'avoir une vision si claire que vous êtes prêt à la suivre même lorsque les autres ne la voient pas du tout. Prenons maintenant les frères Wright. Les frères Wright, ce sont Orville et Wilbur Wright. Ce sont deux Américains. Ce sont eux qui ont été les premiers à comprendre comment voler. Ils ont créé le premier vol motorisé, le premier avion. Les gens avaient essayé de voler, depuis des siècles, depuis des millénaires. Mais en réalité, cela ne fait que des décennies que des efforts sérieux ayant une chance de réussir ont été entrepris. Et au début, quand les gens essaient de voler, il y a un grand enthousiasme au milieu des années 1800, d'accord? On va trouver la solution. Vous savez, il y a tout ce progrès technologique autour. L'homme va apprendre à voler. Mais à l'époque des frères Wright, cela semblait être une quête de farfelus. Vous voyez? Tous ces gens ont essayé. Il y avait tout cet enthousiasme au début, et ils ont tous échoué. Personne n'a réussi à comprendre comment voler, et donc, vous savez, les journaux déclaraient hardiment que l'homme ne volerait pas avant 100 ans. Et toute personne qui travaillait sur le vol, on lui disait « D'accord, tu es fou. » Vous voyez? Aucun scientifique sérieux, aucun inventeur sérieux ne travaille là-dessus. Tu dois être, tu sais, un rigolo, tu n'es pas sérieux. Si les frères Wright avaient cherché à être validés, il n'y en avait aucune. Aucune source reconnue de bons scientifiques ou inventeurs n'allait leur dire « Oui, vas-y ». Non, tout le monde leur disait que c'était une mauvaise idée. Mais l'innovation ne naît pas du consensus, oui, comme le dit le proverbe. Je ne me souviens plus qui a dit ça, mais quelqu'un a dit « J'ai parcouru toute l'Amérique, je suis allé à New York, à Chicago, à Los Angeles, à San Francisco, et pendant tout ce temps, je n'ai jamais vu de statue dédiée à un comité. » D'accord ? Toutes les statues représentent un homme ou une femme seul avec une vision. D'accord? Si vous attendez le consensus, si vous attendez que tout le monde adhère à votre vision, que tout le monde soit d'accord pour dire que ce que vous faites est une bonne idée, cela n'arrivera jamais. En tant qu'entrepreneur, et je sais que vous êtes tous des entrepreneurs à code, vous faites par définition quelque chose qui n'a pas été fait exactement de la même manière que les autres l'ont fait. Bien sûr, vous savez, à code, il y a d'autres personnes qui font ce que vous faites, mais vous êtes en train de créer une nouvelle entreprise, un nouveau réseau. Vous parlez avec des personnes qui n'ont jamais été introduites à ce type d'activité auparavant. Bien sûr, la plupart des gens ne comprendront pas tout de suite. Vous tracez votre propre chemin, et la plupart du temps, pour la plupart d'entre vous, je le sais, vos amis, votre famille, ils n'ont jamais fait ce genre d'affaires auparavant. Donc, le chemin solitaire n'est pas une aberration. D'accord? Ce n'est pas quelque chose qui vous est propre. C'est la norme pour toute personne qui poursuit un rêve. Même lorsque les gens réussissent, vous savez, il est souvent très difficile pour les autres de comprendre. Pour revenir aux frères Wright, personne ne croyait que le vol humain était possible. Et donc, une fois qu'ils ont envoyé un télégramme aux grands journaux en disant « Hé, on l'a fait, on a volé, on a construit un avion en Caroline du Nord et on l'a fait voler. Les avions ne publiaient pas les journaux ne publiaient pas la nouvelle. Ils pensaient qu'ils devaient sûrement inventer cette histoire. Donc, tracer sa propre voie signifie accepter le risque et l'incertitude.
Cela signifie suivre sa propre voie. Cela signifie écouter ses propres conseils aussi bien avant qu'après avoir trouvé un certain succès. L'une de mes métaphores préférées à ce sujet vient d'un auteur nommé John Shedd qui a dit « Un navire est en sécurité dans le port, mais ce n'est pas pour cela que les navires sont construits. » D'accord? Et c'est vrai aussi pour ce que vous essayez de faire. D'accord? Vous pourriez garder votre navire, c'est-à-dire votre entreprise, votre carrière, votre talent, votre rêve. Vous pourriez le laisser amarrer là où il a toujours été, au calme, dans un port sûr avec d'autres navires, à faire ce que tout le monde fait. C'est sûr, mais vous n'irez jamais nulle part. Vous n'atteindrez jamais les rêves que vous avez pour vous-même. Les navires sont faits pour affronter la haute mer, pour faire face aux tempêtes et découvrir de nouvelles terres. De la même manière, vous savez, nous sommes faits pour nous aventurer au-delà de notre zone de confort. Oui, l'océan ouvert peut être solitaire. Parfois, il n'y a personne d'autre en vue, rien, à part votre boussole, votre détermination, votre vision, votre direction. D'accord? Tout repose sur vous lorsque vous entreprenez cela. Les vagues peuvent être agitées, mais restez dans le port de l'ordinaire garantit que vous n'irez nulle part. Très bien? Peut-être que tout cela ne se passera pas exactement comme vous l'aviez imaginé. Peut-être que le voyage prendra des directions différentes. Mais je peux vous garantir que vous n'arriverez jamais là où vous voulez aller si vous vous contentez de faire ce que vous avez toujours fait et ce que tout le monde attend toujours de vous. D'accord? Et voici ce qu'il faut comprendre. Cette impulsion ne vient pas seulement des autres. C'est aussi toujours dans un coin de votre tête, et cela le sera tout au long de ce parcours entrepreneurial. Il y aura toujours cette pensée. Tu sais, peut-être que c'est fou, peut-être que je devrais finalement suivre le chemin classique. Cela arrive tout le temps, ça m'arrive encore. J'ai discuté avec de nombreux autres entrepreneurs et dirigeants à succès, des athlètes, des artistes, et ils ont aussi cette petite voix, même longtemps après avoir atteint le succès. Il y a juste cette petite voix dans un coin de votre tête qui dit « peut-être que c'est fou ». Mais le secret, ce n'est pas de ne pas entendre cette voix, elle sera toujours là. Mais il s'agit de faire taire cette voix et de réaliser que il faut juste arriver à un point où elle devient gérable, n'est-ce pas? Et c'est là-dessus que tu dois te concentrer, pas sur l'élimination totale du doute, mais sur le fait de rendre ton doute gérable. Tu dois aussi faire ça avec les autres, n'est-ce pas? Que fait-on quand ce n'est pas seulement notre voix intérieure qui dit « Eh, peut-être que c'est fou ». Que fait-on quand il y a des sceptiques et des détracteurs dans notre vie? Chaque fois que quelqu'un essaye de faire quelque chose d'extraordinaire, les détracteurs, ils sont juste... C'est comme des mouches attirées par la nourriture, tu vois? Ils seront toujours là. Et il y a quelques citations qui me motivent dans ces moments-là. L'une d'elles vient du brillant physicien Albert Einstein qui a dit « Les grands esprits ont toujours rencontré une opposition violente de la part des esprits médiocres. » D'accord? Donc, et écoutez, ça peut sembler agressif, mais je pense aussi qu'il faut accorder un peu de bienveillance aux gens, c'est-à-dire que tout le monde n'est pas fait pour faire ce que vous faites ici chez Code. Tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur, pour tracer sa propre voie, pour formuler sa propre vision de la vie et pour la réaliser. Et donc, si certaines personnes ne peuvent pas comprendre ce que vous faites, alors je pense qu'il faut simplement se dire, tu sais quoi, c'est la vie. Tout le monde ne va pas comprendre. D'accord? C'est peut-être un peu dur de qualifier ces personnes d'esprit médiocre, mais vous voyez l'idée. Vous allez rencontrer de la résistance. Et certaines personnes, on peut les convaincre et leur expliquer notre façon de penser, mais d'autres ne comprendront jamais. Et ce n'est pas grave. Vous ne vous énervez pas contre eux. Vous ne criez pas sur eux. Vous ne leur expliquez pas en hurlant pourquoi ils ont tort. Non, il faut juste passer à autre chose. Ce sont des personnes qui ne seront jamais de votre côté. D'accord? Et parfois, vous savez, le plus difficile, c'est quand ces personnes ne sont pas seulement des amis, des connaissances ou des gens que vous croisez dans la rue, mais des personnes censées travailler avec vous et qui peuvent vous mettre des bâtons dans les roues. Vous savez, je pense à J.K. Rowling, l'auteur de Harry Potter, d'accord? La série de livres la plus réussie depuis la Bible. Et elle a été rejetée par 12 éditeurs différents avant d'en trouver un qui accepte. D'accord? Il y a 12 éditeurs différents qui ont dit « Non, cette histoire ne marchera pas. Nous ne voyons pas la vision. Nous pensons que vous vous trompez. Nous pensons que c'est une mauvaise idée. » Et elle a simplement persévéré, d'accord? Je pense que dans
La mentalité à adopter face à des gens comme ça, c'est simplement « D'accord, tu n'es pas la personne qui peut m'aider. J'essaie juste de trouver la personne qui le peut. Tu sais où elle est? Tu peux m'aider ?» Et encore une fois, ce sont 12 éditeurs qui ont dit non. Walt Disney a vécu une expérience similaire, vous savez. Il a été licencié d'un journal parce que son rédacteur en chef, je ne plaisante pas, la citation exacte est que le rédacteur a dit qu'il pensait que Walt Disney manquait d'imagination et n'avait pas de bonnes idées. D'accord? C'est l'homme qui crée Mickey Mouse, qui crée Blanche-Neige et les Sept Nains, qui crée le studio d'animation le plus créatif de tous les temps. Et son rédacteur en chef a dit qu'il n'avait pas d'imagination, qu'il n'avait pas de bonnes idées. Et quand il crée enfin ses propres dessins animés, il essaye de les vendre aux grands studios pour que ces dessins animés soient diffusés comme des films, et ils disent tous non, absolument tous les grands studios. Il va les voir à plusieurs reprises, et au début, ils disent tous non. D'accord? Et la leçon, tu sais, elle est assez évidente, il faut simplement continuer. Tu vas essuyer des refus. Ce n'est pas une partie facultative. En fait, je ne peux pas penser à un seul innovateur, entrepreneur, quelqu'un qui essaye de réaliser une vision, qui n'a jamais eu quelqu'un sur son chemin qui lui a dit non et lui a dit d'arrêter. D'accord? C'est une partie nécessaire du processus. Et tu fais quoi? Tu ne t'arrêtes jamais? Tu ne t'arrêtes jamais. Vous savez, je pense aussi à John D. Rockefeller, peut-être la personne la plus riche de tous les temps, magnate du pétrole. Et lui, je crois que j'ai déjà raconté cette histoire ici. Donc, je vais la faire courte. Il voulait un emploi dans une grande entreprise manufacturière à Cleveland, parce que c'est là qu'il vivait. Il se rend dans toutes les entreprises manufacturières d'une certaine taille. Elles lui disent toutes non, sans exception. Il se dit, oui, mais je connais ma vision. Je sais exactement ce que je veux faire. Et c'est ça. Alors il y retourne et il va parler à chaque entreprise, encore une fois. Elles lui disent avec toutes non, encore une fois. Et lors de sa troisième tentative, enfin, l'une des entreprises dit, très bien, juste pour que tu arrêtes de revenir frapper à ma porte, d'accord? Prends ce boulot, sale gamin, comme ça tu arrêteras de nous déranger, ok? Donc, quand il y a des gens qui se mettent réellement en travers de ta route pour atteindre ta vision, tu fais simplement preuve d'une persévérance sans relâche. Tu continues simplement jusqu'à ce que, par pur épuisement, quelqu'un finisse par dire « D'accord, très bien, je vais te donner ce que tu veux juste pour que tu te taises. » D'accord? C'est ce niveau de persévérance qu'il faut avoir. Très bien, qu'en est-il des personnes qui travaillent avec toi, qui sont bien intentionnées, qui ne se mettent pas forcément en travers de ta route, mais qui sont simplement des sceptiques naturels, d'accord? Edwin Land, est un grand entrepreneur, visionnaire, inventeur, fondateur de Polaroid, et il avait une stratégie particulière pour gérer les critiques. Il les excluait tout simplement, d'accord? Un de ses proches collaborateurs a un jour décrit la méthode d'Edwin Land lors de projets ambitieux. Il a dit « Une chose à propos de Land, quand il fait quelque chose de fou et risqué, il prend soin de s'isoler de toute personne critique. Il est très facile au premier stade de voir un rêve exploser, d'accord? Et donc, si l'Inde percevait une critique comme un simple effort pour le dissuader ou le décourager, il écartait la personne, d'accord? Il protégeait donc sa persévérance avec beaucoup de vigueur. Il n'allait pas tolérer la présence de sceptiques autour de lui. Pourquoi? Vous savez, ce n'est pas parce qu'il n'était pas capable de gérer les retours. Bien sûr qu'il écoutait les retours. Si quelqu'un avait des arguments légitimes sur les raisons pour lesquelles une idée était mauvaise et sur ce qu'il devrait faire différemment, bien sûr qu'il était prêt à l'écouter et à en tenir compte, mais il comprenait à quel point une nouvelle idée peut être fragile, surtout au début, et il s'est donc créé une sorte de bulle d'optimisme autour de lui. Oui, vous pouvez critiquer mes idées, mais seulement si c'est pour les améliorer, en croyant comme moi qu'elles finiront par réussir, parce qu'il est tout simplement trop facile, à ce moment critique où quelque chose de nouveau essaie de décoller, que le découragement s'installe et que vous finissiez par dire, pour reprendre cette métaphore, tu sais quoi, peut-être que c'est une mauvaise idée après tout. Je ne vais pas construire ce pont au-dessus de cette rivière, je vais juste faire demi-tour et chercher un autre chemin. Steve Jobs avait une très bonne façon de décrire cela. Il disait « Ne laissez pas le bruit des opinions des autres étouffer votre propre voix intérieure. » D'accord? Vous pouvez écouter leurs opinions, mais vous avez aussi cette voix intérieure qui vous dit « Non, 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 voilà ce que je veux vraiment. Voilà en quoi je crois vraiment. Voilà ma vision de la vie. » Et il ne faut jamais laisser cette voix en vous être étouffée, car cela peut être un principe directeur très puissant. Vous savez, Steve Jobs lui-même a vécu cela, n'est-ce pas? L'iPhone était considéré comme ridicule.
Le PDG d'un grand concurrent a dit que personne ne paierait 500 $ pour un téléphone, et tout le monde pensait qu'un téléphone avait besoin d'un clavier, n'est-ce pas? Comment allez-vous taper sur une simple surface plate, sans aucune, vous savez, touche physique? Tout le monde pensait que c'était ridicule. D'accord. Steve Jobs était le seul à croire que c'était une bonne idée. D'accord? Donc, ce que vous devez faire, c'est cultiver une écoute sélective. Écoutez les voix qui vous encouragent, qui vous poussent de manière constructive à vous améliorer et faites abstraction du reste. Les détracteurs parlent de leurs propres limites, pas des vôtres. Ils projettent leur peur sur vous, mais leurs peurs n'ont pas à devenir les vôtres. Souvenez-vous des mots d'Einstein. L'opposition des esprits plus étroits est le signe qu'un grand esprit est à l'œuvre. Portez le scepticisme presque comme un insigne d'honneur. Cela signifie que vous faites quelque chose d'assez audacieux pour susciter de la résistance. Vous savez, les personnes qui se contentent de suivre le mouvement, qui n'accomplissent jamais rien de grand et qui font simplement ce qu'on attend d'elles, n'affrontent pas ce genre de résistance. Ce genre de doute est presque un indicateur que vous allez dans une direction fructueuse et productive, d'accord? Vous devez toujours garder cela à l'esprit. Il y a une excellente citation tirée d'une biographie du grand champion de tennis Roger Federer. Je trouve cela vraiment intéressant, d'accord? Donc, je vais simplement lire la citation complète de ce qu'il a dit, d'accord? Il dit « Federer a fait face au scepticisme presque immédiatement après sa décision de quitter l'école. » Donc, il venait juste de quitter l'école. Il a abandonné le lycée pour aller rejoindre une académie de tennis et se consacrer à plein temps à devenir joueur de tennis professionnel, d'accord? Lorsqu'il rendait visite à son dentiste habituel à Bâle, c'est la ville d'où il vient, la conversation a commencé comme tant de conversations chez le dentiste, au milieu d'un détartrage. Il est dans ma bouche et il me dit « Alors, qu'est-ce que tu fais maintenant ?» se souvient Federer. Et moi, je réponds « Je joue au tennis. » Et il dit « D'accord, et quoi d'autre ?» Et moi, je dis « C'est tout. » Et il m'a regardé comme pour dire « C'est tout? Juste du tennis ?» Federer a changé de dentiste. Je ne suis jamais retourné le voir parce que j'ai juste eu l'impression qu'il ne comprenait pas vraiment ce que j'essayais de faire ici, m'a confié Federer. Je poursuis un rêve. J'essaie de viser les étoiles et lui essaie de me ramener sur Terre. Et tu sais quoi? Je n'ai pas envie d'être entouré de gens comme ça. D'accord. Quelle histoire incroyable, n'est-ce pas? Il change de dentiste parce qu'il ne veut pas être entouré de doutes dans aucun aspect de sa vie, même lorsqu'il se fait nettoyer les dents, d'accord? C'est la même chose qu'Edwin Land, mais le point important, c'est que ce n'est pas seulement vos collègues de travail. Ça peut être votre dentiste, ça peut être votre... qui sait pourquoi. Ça peut être vos professeurs, vos amis, vos connaissances, ça peut être n'importe qui. Vous devez vous entourer de personnes qui croient en vous et écarter celles qui doutent activement de vous et qui sapent votre vision et votre énergie créative. Pour vous tous qui êtes impliqués dans Code, en tant qu'entrepreneur, nous devons nous inspirer de la méthode de Federer. Choisissez soigneusement votre entourage. Quelles sont les personnes avec qui vous parlez régulièrement de votre entreprise ou de votre projet? Comment vous sentez-vous après avoir interagi avec elles? Vous sentez-vous plein d'énergie, optimiste, débordant d'idées, ou au contraire vidé et en train de douter de vous-même? Parfois, les personnes qui doutent de nous ne sont pas du tout malveillantes. Il peut s'agir de nos amis les plus proches, de membres de notre famille que nous aimons, qui pensent nous protéger en nous incitant à être réalistes. Mais leurs doutes constants, même s'ils partent d'une bonne intention, peuvent être toxiques pour un état d'esprit de croissance entrepreneuriale. Vous n'êtes pas obligé de renvoyer votre dentiste comme l'a fait Federer, ni de couper les ponts avec vos proches. Mais vous pouvez choisir de limiter votre exposition à la négativité. Lorsque vous êtes dans la phase vulnérable de construction de votre projet, vous voyez. Cherchez à vous entourer de personnes qui ont accompli des choses audacieuses ou qui comprennent au moins l'élan qui vous anime. Entourez-vous, si possible, d'autres entrepreneurs, créateurs et grands penseurs qui vous disent « Oui, tu sais, tu peux le faire. De grandes choses sont possibles. » Et c'est évidemment ce que vous avez ici chez Code, c'est-à-dire un réseau intégré, et c'est formidable. Je vous encourage à compter les uns sur les autres. Si vous n'avez pas de soutien dans votre cercle immédiat, vous savez, peut-être que vous êtes dans une ville où vous êtes le seul membre de Code, que vous n'avez pas l'occasion d'interagir avec beaucoup d'autres personnes de Code autant que vous le souhaiteriez, eh bien, vous pouvez toujours trouver des soutiens virtuels. Vous pouvez lire des biographies de grands innovateurs, vous savez. Je ne vais pas vous dire que vous devez absolument écouter How to Take Over the World, mais vous pouvez lire des biographies, écouter des podcasts,
vous renseigner sur ces personnes qui vous ont précédé et qui ont accompli des choses extraordinaires. Et essayez, en lisant sur eux et en écoutant leurs histoires, de vous imprégner de cet état d'esprit, n'est-ce pas? Et d'apprendre des leçons de leur vie. Vous pouvez aussi rejoindre des groupes d'entrepreneurs, trouver un mentor, ou même simplement suivre les bons comptes sur les réseaux sociaux qui publient ce genre de contenu motivant. Nourrissez votre esprit de croyance partout où vous pouvez en trouver. Vous devez devenir votre propre plus grand supporter, oui, mais cela aide vraiment d'entendre un chœur d'autres voix qui font écho à cette confiance. Vous savez, c'est ce qu'Edwin Land faisait chez Polaroid. Il construisait une équipe de personnes qui croyaient. Et de la même manière que vous sélectionnez vos réseaux sociaux, les livres que vous lisez, les choses que vous écoutez, ce que vous regardez à la télévision, vous pouvez aussi cultiver cela dans votre régime médiatique. Vous savez, il y a un dicton populaire qui dit que vous êtes la moyenne des 5 personnes avec qui vous passez le plus de temps. Et que ce soit scientifiquement vrai ou non, je pense que cela contient beaucoup de sagesse. Si ces 5 personnes sont toutes des âmes ultra prudentes et craintives qui pensent que vos ambitions entrepreneuriales sont folles, devinez quoi? Cela va vous tirer vers le bas. Et c'est la même chose pour les personnes que vous suivez sur les réseaux sociaux. Si les personnes dont vous voyez le plus de publications et que vous suivez le plus parlent toutes de choses sans importance, de choses sans risque, si elles n'ont pas cette perspective sur la vie, alors votre cerveau va tout simplement s'orienter naturellement vers cette façon de penser. Alors que si vous suivez et consommez du contenu de personnes qui croient, qui ont un état d'esprit entrepreneurial, qui ont une mentalité ambitieuse d'amélioration de soi, cela va aussi déteindre sur vous. D'accord? C'est évidemment quelque chose qui me passionne énormément parce que cela a tellement compté pour moi. Vraiment, je panique quand je pense à ce qu'aurait été ma vie si j'avais écouté tout ce que les autres m'avaient dit, si j'avais écouté les sceptiques, si j'avais décidé. Tout le monde me dit que cette idée paraît stupide. Peut-être que je devrais la mettre de côté et faire quelque chose de plus normal. Si j'avais fait cela, je me serais privé de la vie que j'ai aujourd'hui. J'aurais manqué la joie de me connecter avec des milliers de personnes des millions de personnes qui apprécient mon contenu. J'aurais raté la chance d'avoir de la liberté dans mes finances et dans mon temps. J'aurais manqué l'opportunité de rencontrer certaines des personnes célèbres et impressionnantes avec qui je suis devenu ami. Tout serait pire. Et c'est pour ça que je suis si passionné par ce sujet. Vous ne pouvez pas écouter les sceptiques, vous ne pouvez pas écouter ceux qui, même s'ils sont bien intentionnés, veulent douter de vous. D'accord? Je n'ai plus peur d'avoir des idées qui paraissent folles. Évidemment, je suis le gars avec le podcast qui s'appelle « Comment prendre le contrôle du monde ». Si vous avez besoin que quelqu'un croie en vous, alors contactez-moi, vous savez. Je pense que ce que vous faites est tellement important et je suis à l'aise d'être l'une de ces voix qui dit « Non, vous pouvez le faire, vous pouvez réaliser cette vision ». Donc, j'espère que mon histoire pourra servir un peu plus de preuve que ces rêves valent la peine d'être poursuivis. Vous savez, encore une fois, cette intervention, je l'ai intitulée « La solitude du succès ». Même si les gens ici à Code sont là pour vous, même si je suis là pour vous, même si vous parvenez à cultiver ce groupe, il y aura des moments où vous vous sentirez simplement seul, où vous devrez vraiment vous avancer et dire « Non, c'est ma vision ». Et même si personne d'autre ne voit exactement ce que j'essaie de faire ici, j'y crois. Et continuer à traverser ces moments. Il y aura des moments de solitude, mais de l'autre côté se trouve tout ce que vous avez toujours désiré. Vous savez, pour conclure, je veux simplement revenir à cette image saisissante que Nietzsche nous a donnée. Vous vous tenez au bord du fleuve de la vie, face à une traversée que vous seul pouvez accomplir. Il existe un chemin dans le monde que personne d'autre ne peut emprunter à votre place. Où mène-t-il? Ne demandez pas, avancez. Toute grande réussite commence et finit avec vous. C'est votre voyage, d'accord? Personne d'autre ne peut le faire à votre place. Et souvent, plus l'objectif est grand, plus la route est solitaire. Mais sachez que d'autres l'ont fait avant vous, et vous pouvez le faire aussi, d'accord? Il vous suffit de cultiver cette croyance, ainsi que celle de ce groupe de personnes qui croient aussi en vous, d'accord? Maintenant, ce n'est pas simplement un discours de motivation, c'est un entraînement. Donc, je veux vous donner 5 choses que vous pouvez faire pour cultiver davantage de confiance dans votre vie, d'accord? 5 étapes très concrètes auxquelles vous pouvez réfléchir pour changer dans votre vie, d'accord? Alors, la première chose est de vous demander
quelles sont les 3 personnes dans ma vie qui ont le plus d'optimisme et de foi? Puis, faites un plan pour passer plus de temps avec elles. D'accord. La confiance est contagieuse, alors passez plus de temps avec ces 3 personnes. Et ensuite, la deuxième étape consiste à faire l'inverse. Demandez-vous, quelles sont les 3 personnes dans ma vie qui me tirent le plus vers le bas? Et peut-être que ce sont des personnes proches de vous. J'ai dit au début que mes parents pensaient que How to Take Over the World était une mauvaise idée quand j'ai commencé, et bien sûr je ne vais pas les exclure de ma vie, mais soit vous passez moins de temps avec eux si c'est nécessaire, soit dans mon cas, puisqu'il s'agit de mes parents et que je ne veux évidemment pas passer moins de temps avec eux, eh bien il faut simplement vous fixer quelques limites sur les sujets que vous abordez, d'accord? Ne laissez pas ces personnes, oui, avoir l'occasion de vous décourager et en quelque sorte de vous contaminer avec leurs doutes, d'accord? Troisièmement, prenez dès maintenant l'engagement d'échouer au moins 20 fois avant d'abandonner votre rêve, d'accord? L'échec est normal. Ne le laissez pas vous envahir de doutes. C'est simplement une partie de la vision. Des personnes vont croiser votre chemin et essayer de vous compliquer la tâche, et vous ne pourrez pas toujours les convaincre, et c'est très bien ainsi. Ce n'est pas un signe que vous êtes sur la mauvaise voie, d'accord? Moi, littéralement, je fais une liste de cases à cocher, 20 cases. Et si j'échoue, eh bien, c'est juste une case de plus cochée sur mon chemin vers la réussite, d'accord? Donc, vous devez avoir cet engagement. Faites littéralement une liste du genre. Je dois échouer au moins 20 fois avant de croire que je vais réussir. D'accord? C'est donc la prochaine étape. Et puis, la dernière chose que je vais vous donner, c'est d'écrire votre histoire, d'accord? Parce que je pense, écrivez-la comme si vous étiez dans le futur, comment tout a commencé, ce que vous avez traversé et où vous en êtes arrivé. D'accord? Donc, vous savez, le 5 novembre, j'ai commencé avec le code. C'était difficile au début. Tout le monde doutait de moi. Mes amis m'ont dit que c'était une mauvaise idée. Je n'ai fait aucune vente ni constaté de croissance pendant les 2 premiers mois, ce qui m'a surpris. Je pensais que j'en aurais. Mais ensuite, les choses se sont améliorées au 3e mois et tout a changé à la mi-2025. J'ai réalisé X ventes. En 2026, j'étais millionnaire. Peu importe la vision, peu importe l'histoire que vous écrivez pour vous-même, écrivez-la littéralement. Voir comment le doute et le rejet s'intègrent dans cette histoire rend leur dépassement plus facile. L'écrire noir sur blanc te fait simplement réaliser que, c'est une partie de toute grande histoire. Il y a toujours cet obstacle à surmonter. Il y a toujours ce doute et cet obstacle, d'accord? Donc, je pense qu'écrire tout cela peut vraiment nous aider à intégrer le fait que cela fera partie du processus, et ainsi, nous ne serons pas découragés quand nous y serons confrontés. Voilà, c'est dit. Le chemin vers le succès peut être solitaire, mais ici, chez Code, avez les uns les autres dans cette quête. Savez qu'il y en a d'autres qui partagent les mêmes convictions, alors appuyez-vous sur eux. Construisez cette bulle de croyance. Trouvez votre chemin. Parcourez-le. Je vous promets qu'au bout de cette solitude, après avoir pris cette décision de suivre votre propre voie, se trouve tout ce que vous avez toujours désiré. Voilà, c'est tout. Merci à tous. Bonne chance. Et Michael, je te rends la parole. Quelle formation inspirante! Un grand merci, Ben. Puis-je dire que ce fut un réel plaisir de te rencontrer en personne et de passer du temps avec toi lors de l'événement régional d'Amérique latine en Colombie il y a quelques semaines. Ce que tu as partagé avec plus d'1 millier de membres de Code Extera lors de cet événement était très puissant. Et ta formation d'aujourd'hui, axée sur ce qui est nécessaire pour réussir, était une continuité de tes excellentes idées. Alors, encore merci. C'est drôle, je parlais avec Michael du manque d'intérêt, que j'avais pour l'histoire quand j'étais à l'école. Je n'avais aucun intérêt à apprendre quoi que ce soit en rapport avec l'histoire. Mais maintenant, à l'âge adulte, je me rends compte à quel point l'histoire peut être intéressante et combien nous pouvons apprendre des personnes à travers l'histoire. Et c'est ce que tu fais si bien, Ben, partager des histoires de personnes à travers l'histoire et les leçons que nous pouvons tirer de ces personnes. J'ai dit à Michael, j'aurais dû avoir Ben comme professeur d'histoire. Il rend ça tellement plus intéressant et précieux, et j'aurais peut-être été meilleur en histoire et appris davantage avec Ben comme professeur à l'école. À la fin de la séance de coaching de Ben, il a partagé plusieurs actions clés à appliquer dans la construction de votre entreprise et dans la vie en général, et il y en a une en particulier sur laquelle je voudrais insister. L'idée d'accepter les échecs comme faisant partie du chemin vers le succès.
Avec votre entreprise Code, etc., certains d'entre vous peuvent penser que si quelqu'un vous dit non, que ce soit non pour rejoindre Code et acheter des actions, etc., ou non simplement pour devenir client, etc., vous pourriez ressentir cela comme un échec. Ça doit être un échec, Steve, parce que mon équipe et mes revenus n'ont pas augmenté. Mais ce n'est pas correct. Il y a deux choses que j'ai apprises au cours de mes 36 années de carrière dans le networking. Quand j'entends quelqu'un dire non, premièrement, toute personne qui dit non est en réalité en train de dire merci Steve, mais non, pas maintenant. Qu'ils le disent réellement ou non, c'est ce que j'entends, et je l'entends pour une raison. Parce que non est simplement une réponse liée au moment. Ce que votre prospect dit vraiment, c'est pour l'instant, ce n'est pas pour moi parce que le moment n'est pas le bon, donc je vais dire non pour le moment. Donc pour moi, chaque non signifie simplement non, pas maintenant. Et je les remercie simplement d'avoir pris le temps de regarder et je demande, puis-je rester en contact? Il n'y a donc aucun échec là-dedans. J'ai un contact avec qui je peux rester en contact. Et on ne sait jamais, à l'avenir, le moment sera peut-être le bon et ils diront oui, ce qui, soit dit en passant, montre l'importance de faire un suivi régulier avec tout le monde. La deuxième chose à propos d'entendre un non, c'est que cela me rapproche de quelqu'un qui dira oui. J'ai appris que chaque non signifie que la probabilité que quelqu'un dise oui augmente. En fait, on m'a appris à rechercher les refus, car les lois de la probabilité rendent impossible pour vous, moi ou n'importe qui d'obtenir des refus 100% du temps. Quelqu'un, à un moment donné, finira par probabilité par dire oui. Donc, la clé est d'obtenir autant de refus que possible, aussi rapidement que possible. De cette façon, vous vous rapprochez plus rapidement d'un oui. À chaque non, vous vous rapprochez de quelqu'un qui dira « Oui, je veux rejoindre ton équipe, je veux acheter des actions, etc. et profiter de ses bénéfices quotidiens. » Donc, comme l'a dit Ben, concentrez-vous sur l'activité qui consiste à obtenir ces échecs, ces réponses « Non, pas maintenant » et vous apprendrez que ce ne sont pas des échecs, mais que cela vous aide à vous rapprocher de quelqu'un qui dira « Oui », rejoindra votre équipe, et etc. Pour l'instant, je tiens à tous vous remercier de nous avoir rejoints pour cette formation en direct. Merci à Michael et encore merci à Ben Wilson qui sera de retour lors d'un prochain appel de formation. Notre prochain appel de formation Code avec un autre formateur invité spécial que vous allez adorer aura lieu le dimanche 21 septembre. Toujours à la même heure, 16 h, heure du Royaume-Uni. Merci de le noter, d'ajouter cela à votre agenda et de vous assurer d'être de retour ici à cette date. Passez une excellente semaine. Allez chercher ces refus et je vous retrouve tous très bientôt. Au revoir pour l'instant.